Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo fait partie des 13 pays africains prioritairement à risque de contamination par l'épidémie de coronavirus en raison du volume d'échanges commerciaux avec la Chine. Le pays a donc décidé de renforcer la campagne préventive de lutte contre le Covid-19 depuis l'annonce du premier cas de contamination à Lagos. Les cas du Nigeria nous interpellent au plus haut niveau parce que c'est juste à côté, c'est juste dans notre continent. Et là, nous avons renforcé les screenings. Et là, nous ne ciblons pas seulement les aéroports, mais aussi les frontières terrestres. Les mesures mises en œuvre comprennent un contrôle de la température au point d'entrée, des recommandations pour éviter les voyages en Chine et une meilleure information sanitaire fournie aux professionnels de la santé et au grand public. Les voyageurs sont invités également à se laver les mains fréquemment. Déjà, au niveau des aéroports, il y a des salles d'isolement. Donc, au cas où il y a un cas, il y a déjà des espaces identifiés où le cas sera gardé momentanément avant son transfert vers un hôpital ou un centre de traitement des coronavirus. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a mis le pays en état d'alerte face aux maladies contagieuses. Les responsables sanitaires ont annoncé que le site de Kinkole, ayant servi de quarantaine pour des cas d'Ebola, servira désormais pour d'éventuelles personnes atteintes du coronavirus. Mais une partie du pays étant en proie à des violences, sans oublier les infrastructures sanitaires médiocres dans les zones reculées et des frontières poreuses, pourraient être d'excellentes opportunités pour les microbes de se propager selon des analystes. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'euphorie de l'accord historique soit tempérée par la réalité. Les talibans ont fait savoir qu'ils continueraient leurs offensives contre les forces du gouvernement de Kaboul, alors que le président afghan, Ashraf Ghani, a annoncé dimanche la prolongation de la trêve partielle, au moins jusqu'au début des discussions inter-afghanes prévues pour le 10 mars. Il avait également rejeté l'un des principaux points de l'accord signé samedi à Doha par Washington et les insurgés, à savoir la libération de 5000 prisonniers talibans en échange de 1000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles. La libération des prisonniers ne découle pas de l'autorité des États-Unis, mais celle du gouvernement afghan. Nous ne sommes pas mis d'accord avec les États-Unis sur la libération des prisonniers. Cela devrait être discuté dans le cadre de négociations globales. La libération des prisonniers talibans est un prérequis pour les négociations officielles entre toutes les parties afghanes, qui constituent la deuxième phase du processus. Et en ce qui concerne les talibans, l'accord a été conclu. C'est désormais aux Américains de le concrétiser. Nous avons traité de la libération de nos 5000 prisonniers avec les Américains. Ils ont promis dans l'accord que ces prisonniers seraient libérés avant le début des négociations intra-afghanes. Pour nous, ce sujet est clos. Les termes de l'accord prévoyant la libération de 5000 prisonniers talibans sont assez vagues, ce qui crée de la confusion quant à savoir si les États-Unis ont promis la libération des prisonniers ou seulement d'œuvrer pour cette libération. Kaboul a annoncé être en train de vérifier si la trêve partielle a effectivement pris fin. Selon le porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, aucune attaque majeure n'a été signalée pour l'instant. En vertu de l'accord de Doha, les Américains et leurs alliés s'engagent à retirer toutes leurs troupes d'Afghanistan sous 14 mois si les rebelles respectent les termes de l'accord qui vise à mettre en place une paix durable dans le pays. L'expression Super Tuesday n'est apparue qu'en 1976. 1357 délégués sont en jeu, c'est-à-dire environ 34% du nombre total de délégués pour remporter la nomination. Parmi les États avec le plus de délégués, la Californie avec 415 délégués, le Texas 228 et la Caroline du Nord 110. Le vote de 1991 délégués est nécessaire pour remporter l'investiture démocrate. Bill Clinton a reçu un coup de pouce avec sa solide performance lors du Super Tuesday en 1992 pour remporter la nomination du parti et finalement la Maison-Blanche. George H.W. Bush, le père, a remporté l'investiture du Parti républicain, mais a perdu face à Bill Clinton.
En 2000, le démocrate Al Gore et le républicain George W. Bush ont aussi remporté les nominations de leur parti après les victoires du Super Tuesday. Al Gore finira par perdre face à George W. Bush après l'intervention de la Cour suprême des États-Unis. Barack Obama a gagné l'investiture, puis la Maison-Blanche en 2008. Par contre, Hillary Clinton a remporté l'investiture mais a perdu en 2016 face à Donald Trump. Donald Trump, candidat à sa propre succession cette année, saura peut-être ce soir qui sera son challenger en novembre prochain. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Comment Jacques. Ça va? Ça va très bien. Ravi de vous retrouver. Merci. Qu'est-ce qu'on a au menu ce soir, Arzouma? Alors, eh bien, Jacques, nous avons des startups au Sénégal qui bénéficient d'un coup de pouce fiscal à travers la Startup Act. Donc, c'est une nouvelle loi dont nous avions parlé en début d'année. Ses contours, jusque-là qualifiés de flous par certains, se précisent. Dans une annonce faite la semaine dernière, le directeur général des impôts et des domaines du Sénégal avait fait savoir que les jeunes pousses pourront bénéficier à compter de leur date de création, entre autres de 3 ans d'exonération d'impôts sur les sociétés et les cotisations liées à la contribution forfaitaire à la charge des employeurs. La loi entend aussi créer une plateforme en ligne pour les entrepreneurs qui souhaitent labelliser leur société en tant que start-up. Également au programme, le focus de la semaine, Arzouma. C'est ça même, focus cette semaine sur le concept d'obsolescence programmée. Un concept imaginé pour stimuler l'industrie et la croissance. Suivez plutôt. L'obsolescence dite programmée, un concept loin d'être nouveau. Le terme voit le jour aux États-Unis en 1932 en pleine crise économique. C'est la démarche d'un fabricant de produits électroménagers, informatiques ou électroniques limitant volontairement la durée de vie de son produit ou en rendant la réparation impossible dans le but d'en favoriser la fréquence de remplacement. On parle aussi d'obsolescence logicielle. Un ordinateur devient inutilisable car il n'est plus compatible avec les nouveaux logiciels. Ou alors on parle d'obsolescence esthétique. Je change mon smartphone car une version améliorée apparaît sur le marché. Que faire des 44,7 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques produits en 2016 à travers le monde? Seuls 20% de ces déchets ont été recyclés. Le reste s'évapore dans la nature et est stocké dans des décharges, très souvent en Afrique, ou alors est incinéré. Même s'il est difficile de prouver l'obsolescence programmée en tant que stratégie industrielle, la France fait figure d'exception dans le monde, puisque depuis 2015, elle en a fait un délit puni par la loi. Voilà un concept donc directement lié à la culture du jetable qui a la longue nuit évidemment à notre environnement, d'où la nécessité de recycler nos appareils électroniques. Très bien. De quelle folie d'invention parlons-nous ce soir, Arzouma? Je sais que vous allez particulièrement aimer celle-là. Ouais. Oubliez les voitures volantes, voici le chien robot d'attelage. Les robots chiens de la compagnie américaine Boston Dynamics peuvent nous tracter en pouce-pouce. Le défi a été relevé par Adam Savage, spécialiste des effets spéciaux et YouTuber, qui a réussi après moult bricolage et calculs à se faire transporter par le robot. Voilà. Fantastique. Il y a des gens qui craignent que les robots vont prendre on est déjà à cet terrain. Un de ces jours. Arzouma Koumpa. Merci beaucoup. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, Mouad Hadji démissionne de son poste de secrétaire général de la CAF. Le Marocain avait pris les rênes du secrétariat général de l'institution le 11 avril 2019 et aura donc passé moins d'1 an au sein de l'instance africaine du football. Il n'a pas encore donné les raisons de sa démission, évoquant des raisons personnelles. Mouad Hadji avait succédé à l'Égyptien Amr Fahmy, récemment décédé. Avant la CAF, il a été président de la commission d'éthique du Raja Casablanca entre 2009 et 2011. Il a aussi été directeur de la commission de coopération de la Fédération marocaine de football. À la CAF, Mouad a été nommé coordinateur général chargé de superviser les actions administratives de l'instance avant d'être nommé secrétaire général en remplacement d'Amr Fahmy. Et puis, le continent a vibré ce week-end avec les matchs allés des quarts de finale des compétitions interclubs. En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile devant l'Étoile du Sahel en match aller donc 2-0. Même score en faveur des Égyptiens dans le gros choc au Caire entre Al Ahly et les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Double champion en titre, le club tunisien, l'Espérance de Tunis,
a chuté devant le Zamalek vainqueur 3-1. Le Raja de Casablanca a pris une sérieuse option pour la qualification en demi-finale grâce à sa victoire 2-0 face aux Congolais du tout-puissant Mazembe. Mais le coach des Corbeaux ne s'avoue pas vaincu et compte sur le match retour pour renverser la vapeur. Ils ont montré pas mal de bonnes choses. Nous, on a été en dessous. Voilà ce qui a fait la différence. Ils ont marqué des buts, ils ont gagné. Bravo à eux. Mais je crois que rien n'est encore fini. Il y a encore le match retour qui nous attend. Donc, on va essayer de bien préparer ces matchs-là. C'est vrai, ça ne sera pas facile. Avec l'avance déjà que l'adversaire a pris, nous allons essayer de bien préparer ce match-là pour pousser et faire la différence. Avoir une victoire qualificative, ce qui n'est pas impossible dans le football. Ils ont gagné 2-0, c'est aussi possible pour nous de gagner à la maison. Quart de finale aller également en Coupe de la Confédération et le Pyramide FC a fait la plus belle opération en allant s'imposer sur le terrain de Zanaco 3-0. Aurait réussi à arracher l'égalisation 1-1 sur le terrain d'Enimba. La Renaissance sportive de Berkane a aussi fait jeu égal avec Al Masry en Égypte, 2 buts partout. L'autre club marocain, Hassani Agadi, a fait le boulot dès ce match aller 5-0 s'il vous plaît face à Al Nasr Benghazi. Boxe, pour finir, Anthony Joshua défendra ses 3 titres à Londres. Le Britannique d'origine nigériane a confirmé qu'il défendrait ses titres WBA, IBF et WBO des poids lourds face au Bulgare Kubrat Pulev. Le 20 juin, Anthony Joshua avait pris sa revanche sur l'Américain Indurus qui lui avait infligé sa première défaite chez les pros en juin dernier à New York. Cette affiche Joshua Pulev prévue au stade de Tottenham éloigne davantage la perspective d'un combat de réunification des 4 ceintures des poids lourds, comme l'espéraient les fans de boxe. L'autre Britannique, Tyson Fury, détenteur du titre WBC, le seul qui manque à Joshua, affronte l'Américain Dayton Wilder le 18 juillet à Las Vegas. On s'arrête ici pour les sports et on se retrouve demain. Au revoir. Ici, au Tarmac des auteurs, les jeunes viennent nous voir régulièrement pour faire du théâtre. C'est un incubateur théâtral. Un incubateur qui a fait le plein pour la première de À la guerre comme à la Game Boy, pièce plusieurs fois primée du Camerounais Elvis Bvouma. Grace Kiyombo, 23 ans, signe là sa première mise en scène au décor dépouillé entre béton nu et ruines urbaines. Ce qui m'a plu d'abord, c'est la façon dont l'auteur a voulu faire entendre la voix d'un petit enfant là, qui a un passé là très difficile. En bref, l'histoire nous raconte la vie d'un enfant soldat. Maman était morte sans me montrer mon papa. Et je savais désormais que tonton était mon faux papa. Il n'y avait plus que 3 personnes à la maison. Tonton Joe Dalton, Gaston Lagaffe et Lucky Luke. À la guerre comme à la Game Boy est le monologue de cet enfant soldat, Boy Killer. Sur scène, 2 comédiens l'incarnent à tour de rôle, Miché Koubembila et Aaron Lukambasina. Vu que le théâtre, nous le faisons pour dire, nous avons quand même quelque chose à dire. Et j'ai profité pour dire quelque chose, pour montrer devant tout le monde cet enfant-là, soldat, qu'est-ce qu'il ressent en fait lorsqu'il vit cette vie-là. Il veut nous traiter comme des enfants. Moi, je ne suis pas un enfant, moi. Parce que les enfants, on peut parler des enfants de ce pays. Violence des vécus, violence à Béni dans l'est du Congo comme dans les Kasaï, du Cameroun à la RDC, la concordance des réalités n'est pas un hasard. Elle est même le pari d'Israël Tchipamba, la raison d'être de son espace. Le théâtre pour moi c'est comme le vin, ça se structure toujours par rapport à un terroir. Le Tarmac c'est d'abord ce lieu qui veut que les Congolais et les Africains en général puissent se réapproprier leur histoire. Que le théâtre qui se joue en Afrique soit écrit par des Africains, pensé par des Africains. À la guerre comme à la Game Boy de Elvis Bvouma ou les tribulations d'un continent vu à travers les yeux de ses enfants. Anastasie Tudièche, VOA Afrique, Kinshasa. Le théâtre pour raconter le pays. Voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. De même que pour votre fidélité au service francophone de la VOA toutes ces années durant. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée, très bonne semaine. À demain. Merci.